Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous. Merci beaucoup Philippe d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de présenter un topo sur la fibrillation atriale dans le cadre de l'insuffisance cardiaque avancée. On va un petit peu la place, j'imagine, pronostic et puis les traitements à proposer. Évidemment, cette vidéo sera disponible sur nos réseaux sociaux, à la fois LinkedIn et Facebook. Et puis, ouverte aux questions pour ceux qui ont raté la session par l'intermédiaire du mail RICATRA. Merci beaucoup Philippe Maury, qui est PUPH, donc à Toulouse. Bonjour, merci Clément de m'avoir donc demandé de vous présenter ce topo sur les relations entre la fibrillation atriale et l'insuffisance cardiaque avancée. Des relations qui sont très anciennes, très étroites, vous allez le voir, et qui quand même nous ont permis ces dernières années de progresser sur la physiopathologie et sur le pronostic des patients. Donc, ça s'inscrit un peu globalement sur ce qu'on appelle les cardiomyopathies rythmiques, et il faut revenir un petit peu là-dessus. C'est quoi les cardiomyopathies rythmiques? Ce sont des cardiomyopathies hypokinétiques, parfois dilatées, mais souvent hypokinétiques, qui sont réversibles et qui sont secondaires clairement à un trouble du rythme. Et tous les troubles du rythme, quels qu'ils soient, peuvent être à l'origine d'une cardiomyopathie rythmique. Ce sont très souvent des troubles du rythme supraventriculaires, et on va parler de la fibrillation aujourd'hui, mais ça peut être des flutters, des tachycardies atriales, voire des tachycardies jonctionnelles. Ça peut être des troubles du rythme ventriculaire, notamment des ESV, mais ça peut être aussi des stimulations mono-VD, par exemple, ou trop rapides, qui peuvent donner donc des cardiomyopathies secondaires qui sont entièrement régressives. Et une grande partie des rapports de l'AFA et de l'insuffisance cardiaque sont liés à cette notion de cardiomyopathie rythmique. Les facteurs favorisant globalement les cardiomyopathies rythmiques, et on va voir que l'AFA tombe tout à fait dans les clous pour ça, c'est la fréquence ventriculaire, c'est la durée de la tachycardie, c'est sa persistance dans le temps, c'est l'irrégularité des battements cardiaques, et on voit qu'on est en plein milieu de la fibrillation atriale, là ça la concerne parfaitement. Et assez souvent, c'est un critère qu'on retrouve, que le fait que les patients soient asymptomatiques pendant des mois, voire des années, qui fait qu'ils développent à bas bruit une hypokinésie VG qui finit par parler sur le plan de l'insuffisance cardiaque, mais tardivement. Et sinon, le patient aurait été traité très tôt et il n'y aurait pas eu de cardiopathie rythmique. Donc, ça survient en général sans cardiopathie sous-jacente, sur un cœur parfaitement sain, mais parfois ça complique l'évolution d'une cardiomyopathie autonome, structurelle, mais il y a très souvent une part fonctionnelle, entre guillemets, rythmique, quand un patient avec une cardiopathie structurelle fait une arythmie, notamment de la fibrillation atriale. Bon, on a défini certaines prédispositions génétiques, mais peu importe. Pour l'instant, ce n'est pas validé et ça n'a pas d'impact. Alors, la cardiomyopathie rythmique, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. C'est probablement une genre d'ischémie cellulaire avec une déplétion des substrats énergétiques. Ça va provoquer, un peu comme dans toutes les insuffisances cardiaques, toute la cascade neuro-hormonale bien connue. Et puis, on a des dysfonctions du canal calcique avec des potentiels qui vont être d'action qui vont être plus courts, une dysfonction contractile, toute une altération du métabolisme calcique intracellulaire secondaire et un remodelage de la matrice extracellulaire un peu plus tardif. Et il n'y a pas de spécificité selon la cause. Toutes les cardiopathies rythmiques sont à peu près équivalentes de ce point de vue-là. Et au niveau histologique, on a une perte des cardiomyocytes assez rapide dans les modèles animaux, probablement beaucoup plus lente chez l'homme, avec un peu de fibrose, un peu d'inflammation, mais c'est vraiment très tardif. L'essentiel est surtout une genre de sidération et une perte des cardiomyocytes. Alors, c'est un diagnostic difficile et surtout dans le domaine de l'AFA, on va y revenir, parce qu'on ne sait jamais quelle est la poule, quel est l'œuf. Est-ce que c'est la cardiomyopathie qui a donné une arythmie ou est-ce que c'est l'arythmie qui a donné une cardiomyopathie? Et ce dilemme de la poule et de l'œuf est encore plus vrai dans le domaine de l'AFA. Et c'est un mécanisme sous-estimé d'insuffisance cardiaque, ça je tiens vraiment à le signaler, et que toute insuffisance cardiaque avec une arythmie fréquente, on doit se poser la question d'une part rythmique associée. Alors, le diagnostic, on le fait en général a posteriori. En fait, souvent, quand on suspecte ça, on traite le trouble du rythme pour savoir quelle est la poule et quel est l'œuf. Et si le patient améliore sa fonction VG, c'est qu'il y avait une part de cardiomyopathie rythmique. Sinon, bien sûr, il n'y a aucune raison que l'arrêt d'une arythmie parvienne à améliorer la fonction VG. Et ça va être le fait, encore une fois, dans l'AFA.
On a quelques éléments diagnostiques d'orientation. Souvent, il n'y a pas de fibrose à l'IRM et on va pouvoir s'en servir aussi dans le domaine de l'AFA. Souvent, le ventricule gauche est peu dilaté, il est plutôt hypokinétique que dilaté, au moins au stade précoce. Et quand on fait des cartes de voltage, il n'y a pas de fibrose. Chez l'homme, il y a peu de zones de cicatrices. Voilà, et si le diagnostic reste douteux, il faut faire un traitement d'épreuve. Pour le domaine de l'AFA, ça va être la cardioversion sous cordarone et on voit si les patients vont améliorer leur VG ou pas. Alors, les relations maintenant entre l'AFA et l'insuffisance cardiaque, c'est une histoire très ancienne, une histoire d'amour très ancienne entre les deux. Et quand on regarde les séries médicamenteuses, les essais randomisés des 20 dernières années, et qu'on classe les patients en fonction de la gravité de leur stade fonctionnel NYHA, on s'aperçoit que la prévalence de l'AFA suit le stade NYHA. Il y en a peu dans les stades 1 et ça devient majoritaire dans les stades 4. Et le risque relatif a été calculé dans les études de Framingham et qui a été ajusté avec l'âge ou avec les facteurs de risque habituels de FA. Et clairement, il y a un surrisque qui est multiplié par 4 à 8 parfois en cas d'insuffisance cardiaque ou de pathologie valvulaire associée. Voilà, ça c'est aussi une autre diapositive qui date un petit peu, mais qui montre clairement que si vous avez un suivi de plusieurs années après la FA, vous allez avoir, au fur et à mesure du temps, une apparition d'une insuffisance cardiaque qui est très clairement liée à la durée de la FA. Donc, une histoire de relation très claire entre les deux. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que vous allez avoir une fréquence ventriculaire rapide, donc une diminution du débit cardiaque. Vous allez avoir l'irrégularité, et on sait que l'irrégularité diminue le débit cardiaque, crée aussi des fuites mitrales diastoliques. Tout ça n'aide pas beaucoup à un débit cardiaque correct. Vous allez avoir la perte de la systole atriale, et ça c'est vital, surtout sur les cardiopathies restrictives qui vont passer en insuffisance cardiaque grave, voire en choc cardiogénique, notamment les cardiopathies hypertrophiques ou l'amylose, quand ils perdent la systole atriale. Vous allez avoir une altération du remplissage de ce fait à la fois de la fréquence rapide et de la perte de la systole atriale. Et puis après la cascade habituelle des mécanismes de l'insuffisance cardiaque qui n'est pas spécifique, la fuite mitrale, la dilatation de l'oreillette gauche. Donc tout ça va créer l'insuffisance cardiaque et puis à son tour, en retour, comme un cercle vicieux, l'insuffisance cardiaque va créer une augmentation de volume et de pression de l'oreillette gauche, une fibrose de l'oreillette gauche. Et donc, tout ça va altérer les propriétés électrophysiologiques de cette oreillette gauche, va créer des troubles conductifs et tout ça, ça fait le lit de l'AFA. Donc, l'AFA entraîne l'insuffisance cardiaque qui elle-même entraîne l'AFA. Vous comprenez bien que pour sortir de ce cercle vicieux, il va falloir absolument retrouver un rythme sinusal stable. Donc, 20 à 50% des cardiomyopathies dilatées développent de l'AFA et 10 à 50% des insuffisances cardiaques font de l'AFA. C'est pour vous signaler donc la relation très étroite qu'il y a entre les deux. Alors, partant de là, au début des années 2000, il y a eu un grand débat qui a duré 10 ans. Et il y a eu plein d'études, dont la plus célèbre s'appelle AFFIRM, mais il y avait d'autres comme PIAF par exemple ou RACE, qui avaient tenté de regarder à l'aide des antiarythmiques si le fait de maintenir les gens en rythme sinusal par rapport à les ralentir de manière suffisante et correcte sous bêta-bloqueur, est-ce que ça jouait en matière de survie? Eh bien, les études étaient plutôt négatives. Il n'y avait pas grand intérêt à tenter de maintenir le rythme sinusal avec des antiarythmiques. Mais quand on reprend ces études, on s'aperçoit qu'en fait, il y avait quasiment autant de patients dans le groupe contrôle de rythme que contrôle de fréquence parce que les antiarythmiques étaient incapables de maintenir la majorité des gens en rythme sinusal. Donc, vous aviez beaucoup de FA dans le groupe qui, logiquement, auraient dû être sinusal. Et inversement, il y a des gens qui étaient soi-disant en FA persistante et qui finalement finissaient par repasser sinusal dans le groupe ralentissement. Donc, en fait, les groupes étaient assez similaires, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de différence. Et puis, quand on regardait par contre en analyse, pas en intention de traiter, mais en analyse per protocole, et bien, les patients qui étaient vraiment en FA avaient clairement un pronostic plus sombre que les patients qui étaient en sinusal. Voilà, pourquoi? Parce que les antiarythmiques ne sont pas efficaces, ont des effets délétères, et le rythme sinusal, clairement, a un effet bénéfique. Voilà, ça c'est AFFIRM qui vous montre qu'il y avait quand même une petite différence, mais qui n'était quand même pas claire sur le plan statistique. Et puis AFCHF, qui était une étude de la même manière, qui visait à garder sous cordarone versus bêta-bloqueur des patients en FA versus sinusal. Mais il n'y avait pas de différence de mortalité dans le cadre strict de l'insuffisance cardiaque cette fois-ci, alors qu'AFFIRM ne s'était pas attaché à inclure des patients comme ça. Eh bien, dans ces années 2000, on était plutôt en faveur d'un simple ralentissement de l'AFA et de ne pas s'acharner à la traiter.
Mais c'était, encore une fois, avant l'ère de l'ablation et avec les antiarythmiques. Bon, maintenant, on a quand même une technologie qui nous permet, et je pense que c'est assez honnête de le dire maintenant, ce qui n'était peut-être pas vrai il y a 10-15 ans, mais qui permet quand même, dans la grande majorité des cas, de maintenir un rythme sinusal stable pendant, allez, au moins les 5 ou 10 ans qui suivent l'ablation, avec des taux de succès pour les FA parocystiques qui sont de près de 90% maintenant avec les nouvelles technologies et qui s'améliorent également dans les FA persistantes, même si tout n'est pas parfait. Et si on multiplie les procédures, en général, on y arrive quasiment toujours. Donc après, c'est un choix pour un patient donné. Mais si on veut vraiment maintenir un rythme sinusal, en général, c'est possible. Et quand on regarde maintenant les études qui se sont intéressées à l'ablation de la FA dans l'insuffisance cardiaque, la première déjà avait montré que si on fait l'ablation des veines pulmonaires et qu'on maintient les gens en rythme sinusal et qu'on compare ces gens à des gens à qui on a ablaté la jonction AV et à qui on a mis un multisite, et donc qui ont une resynchronisation avec des fréquences tout à fait correctes, eh bien on s'aperçoit que la fraction d'éjection augmente clairement chez les gens qui sont en sinusal et qui n'ont pas eu l'ablation de la jonction, alors que les autres stagnent. Et donc ça, c'est une autre manière de répondre à ça, c'est de dire que l'amélioration de la fraction d'éjection ne dépend pas de la fréquence, puisque dans cette étude, les fréquences finalement étaient similaires, que le patient soit sinusal ou PC en biventriculaire, mais par contre, le fait de regagner un rythme sinusal avec la synchronisation AV probablement, et peut-être d'autres phénomènes qu'on ne connaît pas encore, clairement améliore la fraction d'éjection. Et puis après, il y a des études plus tard, à la même époque d'ailleurs, qui s'étaient attachées, l'équipe de Bordeaux a montré que l'ablation de la FA dans l'insuffisance cardiaque, c'est efficace et surtout ça permet de gagner en fraction d'éjection de manière vraiment très significative. C'était des patients tous insuffisants cardiaques et on gagnait, s'il n'y avait pas de cardiopathie, on gagnait 25% de FE quand on maintenait les patients en rythme sinusal. Et quand il y avait une cardiopathie, on gagnait quand même 15% de FE, ce qui est loin d'être négligeable avec une diminution du volume télédiastolique et télésystolique, et c'était vrai dans les deux cas de figure, soit il y avait une cardiopathie associée connue, ancienne, soit il n'y avait pas de cardiopathie. Et puis, pour enfoncer définitivement le clou, il y a eu Castle-AF. Castle-AF, c'était publié il y a maintenant 2 ans dans le New England. C'était une étude qui s'acharnait justement à démontrer de manière prospective, cette fois-ci randomisée, que le maintien de rythme sinusal par l'ablation s'associait à une diminution de la mortalité. Donc, ils avaient inclus des patients avec une FM moins de 35%, des FA paroxystiques ou persistantes résistantes au traitement antiarythmique, donc des échecs de traitement médicamenteux, des NYHA 2, 3 ou 4, eh bien on s'aperçoit que sur les critères combinés d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou de survie, mais aussi sur la survie elle-même, la mortalité totale ou les hospitalisations, il y a une clair intérêt à faire l'ablation, puisque dans cette étude, une majorité de patients étaient quand même restés en rythme sinusal grâce à l'ablation. Donc là, on a quand même démontré que l'ablation, si elle marche, peut permettre une amélioration vraiment très significative de la morbidité liée à l'insuffisance cardiaque et aussi de la mortalité. C'est la première fois qu'on le démontre de manière si claire. Alors, partant de là, et c'est quand même une attitude qu'on a régulièrement à Toulouse, de faire de l'ablation dans le cas de l'insuffisance cardiaque, on a voulu s'intéresser à des instants cardiaques beaucoup plus particuliers, les patients qui avaient rentré en choc cardiogénique ou en insuffisance cardiaque aiguë vraiment très sévère, et pour lesquels on faisait une ablation en urgence ou en relative urgence, dans l'espoir que ce soit entièrement une cardiopathie rythmique, alors qu'au départ, rien ne le prédisposait. Donc on a eu finalement en quelques mois, au cours d'une année, une quinzaine de patients qui étaient rentrés pour vraiment une insuffisance cardiaque sévère, avec soit des BADIBI échographiques validés, soit un vrai choc cardiogénique avec la définition clinique et hémodynamique habituelle, et qui était associé à des arythmies supraventriculaires. Alors, ce n'est pas que de la FA, il y avait aussi des flûtères ou des tachyartriales, mais la majorité, c'était de la FA, qui n'étaient pas connus, il n'y avait pas d'histoire très ancienne d'arythmies. C'est des patients qu'on découvrait en fait en choc cardiogénique en FA. Voilà, et qui ont bénéficié d'une ablation assez urgente dans les heures ou jours qui ont suivi leur admission, et on a vu ce qu'ils devenaient. Donc ça, ces patients, en fait, ils sont issus d'une série de 60 patients dans le même timing qui étaient venus pour des insuffisances cardiaques graves avec des arythmies atriales, mais qui n'ont pas eu d'ablation. Pour des raisons que j'ignore, c'est une étude rétrospective, peut-être qu'ils auraient pu bénéficier, mais en fait, ils n'ont pas eu. Donc c'est pour vous dire que 15 sur 60, c'est pas énorme, hein, mais que ces patients ne sont pas si rares que ça.
Donc, l'ablation a pu être faite en aigu dans 8 patients en urgence. Donc, il y a eu 7 qui n'ont pas récidivé, 1 qui a récidivé, qui a été repris. Et puis, elle a été repoussée de quelques jours, au maximum une semaine ou deux, parce qu'ils allaient un peu mieux. Et pareil, il y a eu 5 patients sans récidive, 1 avec récidive, mais qui a été réablaté. Et au bout du compte, on avait 14 patients en rythme sinusal stable au cours des semaines qui suivaient leur admission pour choc cardiogénique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Que c'était des FA, quelques flux-terres, des patients graves, hein, avec des ECMO, avec des dialyses, avec des patients intubés ventilés, des amines, coronarographie normale chez tous, une IRM normale chez tous ceux chez qui elle a été pratiquée, pas tous, mais la majorité. Le traitement antiarythmique de la cordarone, ça ne marchait pas, hein, sinon on n'aurait pas fait ça, les patients restaient en insuffisance cardiaque et en FA. Les chocs ont été faits, mais les patients récidivaient très rapidement. Les bêta-bloqueurs ont été tentés et ont dû être stoppés parce qu'on a aggravé le choc cardiogénique chez 5 des 6 patients alors qu'ils étaient en FA rapide. Donc, on peut imaginer qu'on aurait dû gagner un peu. Ben non, pas du tout. Par contre, la digoxine s'est très bien comportée dans ce cadre. Il n'y a pas eu de complications. Donc, il y avait des bas débits échographiques, des chocs cardiogéniques, une FE de 22% en moyenne, une fréquence ventriculaire qui n'était pas si rapide que ça. Ce n'est pas des gens qui étaient à 200 par minute, hein, c'était 115 par minute. Donc, il n'y avait pas que la fréquence, clairement, qui était responsable de ça. Et donc, des signes biologiques de bas débit. Et on s'aperçoit qu'avec un suivi moyen d'environ 8 mois, eh bien, la fraction d'éjection s'est quasi normalisée. On part de 20%, on arrive à 55%. Et ça, chez tous les patients. Et que le diamètre télédiastolique du VG s'est également normalisé. Donc, en quelques semaines, mois, et aucun patient n'est décédé et il n'y a aucune greffe à envisager chez eux. Voilà, donc ça, c'était pour montrer que même dans l'insuffisance cardiaque très, très avancée, si on a l'impression quand même que l'arythmie n'est pas très ancienne, si c'est quelqu'un qui a une FA depuis 30 ans, il est bien sûr illusoire de vouloir faire des choses, mais si on a l'impression que les deux choses sont liées, et il y a forcément une part de relation entre les deux, eh bien le fait de remettre le rythme sinusal et de se donner les moyens de le faire, voire de le faire en urgence, eh bien ça paye. Donc voilà, le message clé de cette présentation, c'est de dire que la fibrillation atriale demeure, à mon avis, une cause importante et réversible de cardiomyopathie et souvent mal reconnue, et même qui survient sur des cardiomyopathies structurelles qui existent. Il y a une part rythmique liée à la FA chez chaque patient en insuffisance cardiaque, à mon avis, et qu'un traitement agressif de la FA permet souvent une amélioration et parfois une normalisation du statut échographique et clinique, surtout s'il n'y a pas d'histoire cardiologique auparavant. Voilà, on n'a pas d'idée forcément du pronostic à très long terme de ces patients parce qu'on commence un peu, hein, mais on n'a pas l'impression que s'ils ne récidivent pas de FA, qu'ils refassent des cardiomyopathies dans le suivi. Par contre, s'ils récidivent des arythmies, et ça on le sait pour toutes les cardiomyopathies rythmiques, alors pour le coup, ils vont récidiver l'insuffisance cardiaque et souvent de manière même beaucoup plus rapide. Donc raison de plus pour y retourner également rapidement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, je ne sais pas s'il m'entend là, si ça y est. Merci Philippe donc, pour ce topo, donc, qui est un sujet qu'on discute assez régulièrement ensemble pour nos types de patients. Alors attends. Comment je peux... Ouais, voilà, ça y est. Ça devrait être mieux. Donc la discussion à chaque fois, en fait, c'est est-ce qu'il nous faut remettre l'ablation à plus tard et stabiliser le patient avant, ou est-ce qu'il faut discuter une assistance circulatoire aiguë, par exemple, et faire l'ablation dans ces conditions-là. Donc quand c'est de la TV, c'est vrai que la discussion se pose trop, on met l'assistance circulatoire et puis on voit. Mais dans le contexte où on est chez un patient en arythmie supraventriculaire, quel est ton point de vue? Moi, je pense que toutes les situations peuvent s'envisager. Après, ça dépend des patients, c'est au cas par cas. Si on voit qu'on arrive à ralentir la FA avec la cordarone ou de la digoxine, qui commence à aller mieux, qui sort du choc, il n'y a peut-être pas une urgence absolue à envisager l'ablation de suite et ça peut se proposer dans les semaines qui suivent. Ça nous arrive assez régulièrement. Si par contre on voit qu'on ne s'en sort pas, qu'on choque le patient qui récidive et qu'on n'arrive pas à ralentir et qu'il reste en choc, je crois qu'il ne faut pas trop attendre. Il faut envisager, à mon avis, l'ablation dans les jours qui suivent l'admission assez rapidement. Ce n'est pas les ablations plus complexes que les autres.
et ça permet d'éviter, à mon avis, l'ECMO. Alors après, on en a fait aussi sous ECMO. On en a fait aussi sous ECMO parce que ça ne pouvait pas attendre, parce que le patient était trop grave, et on a pu enlever l'ECMO quelques jours après le maintien de rythme sinusal ou une semaine après. Et voilà, les patients ont guéri de plus lentement, bien sûr, de manière plus progressive, mais ça s'est bien passé. Après, c'est vrai que c'est lourd, une ECMO quand même pour une arythmie supraventriculaire, mais il y a des fois où on n'a pas le choix. Je ne sais pas si ma réponse te satisfait. Si, tout à fait. Et dans ce contexte-là, quelle est la place de faire une cardioversion par choc, donc électrique? C'est-à-dire qu'on tente toujours évidemment une cardioversion médicamenteuse qui a normalement pour intérêt aussi de ralentir la FA, ce qui peut nous aider, FA ou Flutter. Hein. Mais est-ce qu'il faut absolument essayer le choc électrique ou pas? Est-ce qu'il y a des cas où il ne faut pas le tenter selon toi? Alors, moi, je crois que c'est mixte. Encore une fois, il faut de toute façon imprégner par un traitement antiarythmique. Et de toute façon, il n'y a pas de contre-indication à utiliser la cordarone, quels que soient les antécédents et les contre-indications relatives, parce que tu es dans une phase de sauvetage là. Donc, imprégner de manière maximale avec de l'amiodarone. Et une fois qu'il est imprégné, si tu peux attendre 2 ou 3 jours, faire une cardioversion électrique quand même. Parce que si elle marche et que le patient a été suffisamment imprégné, alors pour le coup, si le rythme sinusal se maintient quelques jours ou quelques semaines, tu vas quand même pouvoir retarder l'ablation et du moins le faire dans des conditions un peu plus confortables. Après, est-ce qu'il faut le faire? Si ta question est-ce que c'est dangereux de faire un choc électrique? Moi, j'aurais tendance à dire non, que c'est toujours mieux de tenter. Après, on a eu, de temps en temps, on a eu quelques insuffisances cardiaques qui ont été aggravées et des chocs cardiogéniques qui ont été induits, semble-t-il, par la remise en rythme sinusal. Ça peut arriver sur des patients qui sont très dépendants de la fréquence et les faire passer de 130 par minute en choc cardiogénique à d'un seul coup 60 par minute, notamment les amyloses, ils le tolèrent très mal. Mais souvent, c'est très temporaire. Je pense quand même que la balance elle est quand même plutôt en faveur du rythme sinusal. Donc, j'aurais tendance à faire un choc. Mais il faut savoir que dans des conditions comme ça, très adrénergiques de choc, souvent, même sous cordarone, au bout de 24-48 heures, si tu fais une cardioversion électrique, souvent, il récidive assez rapidement. Ouais, c'est un peu l'impression. Puis la problématique aussi, c'est la sidération après le choc. Assez rapide. Ouais, puis on a cette sidération après le choc qui peut arriver aussi, qui dure plus ou moins longtemps en fonction de la sévérité de l'insuffisance cardiaque dessous et qui est plus ou moins tolérée, qui doit participer probablement aussi à ces patients qui se dégradent à ce moment-là. Ouais. Une question qui est provocatrice pour terminer, c'est les antiarythmiques de type flécaïne qui sont contre-indiqués chez les patients avec une cardiopathie et de la fraction d'éjection altérée. Chez ces patients, on l'utilise habituellement pas, mais là on parle de cardiopathie arythmique qui peut récupérer, et c'est des traitements antiarythmiques qui potentiellement ont une meilleure efficacité à utiliser avec précaution ou on reste sur jamais. Non, tant que tu es, alors surtout pas dans le cas du choc cardiogénique, ça c'est hors de question, mais tant que tu es avec une fraction d'éjection basse, je ne le conseillerais pas, franchement non, parce que tu ne seras pas beaucoup plus efficace que la cordarone. Et deuxièmement, tu vas te heurter à des complications hémodynamiques qui sont certaines. Hein. Faire un bloqueur sodique sur une fraction d'éjection altérée, tu vas avoir un risque pro-arythmique ventriculaire qui peut être grave. Et puis, tu peux surtout désamorcer Non, ça, franchement, je ne le ferai pas. Par contre, une fois qu'il a récupéré, si tu veux utiliser la drogue, le classe 1, pour prévenir une éventuelle récidive, ça, tu peux le faire une fois qu'il a récupéré, mais pas pendant la phase d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection altérée, je ne le ferai pas. Ben, merci beaucoup Philippe pour ce super topo puis ces échanges. On se retrouvera prochainement, j'imagine, sur des cours. Merci beaucoup Allez, au pour tout revoir. ça. Au revoir. Salut Philippe.